Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui suite à ma vidéo sur Webedia et au featuring que j'ai fait avec Tsukio sur sa chaîne sur l'affaire FantaXU. Il y a beaucoup de gens qui me demandent d'aller un petit peu plus loin, de donner mon avis sur pourquoi un monopole serait forcément négatif. Donc je vais pas forcément vous donner mon avis de pourquoi un monopole est négatif, mais en tout cas je vais vous expliquer les différentes étapes, pas les étapes universelles, on va dire que c'est les étapes de Ruhr qui font penser qu'on va vers un monopole. Et je vais vous donner un petit peu des avis de manière générale sur les situations de monopole, pas sur le monopole Webedia. Mais en tout cas, ça vous donnera une bonne idée de ce que je pense. Alors avant de poursuivre cette vidéo, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous dans les commentaires qui me disent, quand ils ont vu une vidéo qui est en rapport avec une autre, qui ne comprennent pas la situation, donc je vous conseille, et je vous mets les liens dans la description, de regarder d'abord ma vidéo sur Webedia, puis la vidéo featuring que j'ai fait avec Tsukio, et vous aurez une idée globale de la situation et de ce dont je vais parler aujourd'hui. Alors, il faut savoir quelque chose. Dans l'établissement d'un monopole, il y a toujours des barrières à franchir, des obstacles que peu importe la puissance qu'on a, on y est confronté et il faut faire avec. Donc moi j'en ai listé 4 et on va les prendre au fur et à mesure et on va parler de la situation avec Webedia et FantaXU. Donc la première étape pour arriver sur un marché et pour commencer à consolider son monopole, selon si on a des moyens ou pas évidemment, mais la première étape pour une société qui a beaucoup de moyens, c'est de s'assurer les services des plus gros de ce marché. Étape numéro 1, et c'est ce que Webedia a fait sur le YouTube Game, c'est d'acheter, et je dis bien acheter, les gens qui ont beaucoup d'influence sur la plateforme. En gros, ils ont acheté tous vos créateurs de contenu et ils les ont mis en contrat chez eux. Et comment ça s'est fait? Eh ben, c'est très simple. Pour prendre le monopole sur un marché, ou en tout cas commencer à essayer de le prendre, et moi je l'ai fait sur Eclipsia donc je le comprends, il faut surpayer, il faut payer plus que la valeur du youtubeur ou du streamer ou du créateur, en tout cas il faut payer plus que la valeur qu'il a réellement. Comme ça, le créateur, le youtubeur, le streamer, peu importe qui dans son marché se dit mais il n'y a pas d'intérêt spécialement à ce que je refuse ça puisqu'il me paye plus que ma valeur marché. Et ça se fait dans beaucoup de systèmes. Quand par exemple vous avez beansport qui arrive sur les chaînes de télé sportives, ils vont payer les journalistes ou les chroniqueurs plus cher que leurs homologues sur d'autres chaînes. Donc c'est comme ça qu'on crée un concurrent. Ça c'est la première étape et c'est primordial. Donc quand on veut arriver sur un marché qui est bien établi, et YouTube et compagnie était un marché bien établi, il faut savoir que toute société va faire un investissement à perte. Donc comment c'est assurer les services des plus gros influenceurs ou des plus gros journalistes ou des plus gros dans leur domaine parce qu'on a surpayé, et ben on est dans un plan long terme. Et ça faut bien le comprendre parce que là en ce moment je vais vous dire toutes les étapes et je vais vous dire à peu près à quelle étape on est du plan de Webedia. Mais en gros, il faut se dire que c'est un plan long terme. Donc à notre échelle de néophyte, quand on regarde la situation, très souvent on ne voit pas le mal que c'est en train de produire puisque on est dans un déroulement logique. Il faut savoir que tout être humain a une facilité déconcertante à s'habituer à une situation quand elle évolue au fur et à mesure. Si les changements étaient complètement radicaux d'un coup, on aurait beaucoup plus de mal. Mais ça va se faire petit à petit sur plusieurs années. Et un jour, vous verrez, il est possible, et d'ailleurs ça s'est fait pour le PSG ou d'autres instances comme ça, un jour vous verrez que les gens vont complètement switcher de regard si le plan est bien établi et qu'ils vont dire « Ouais, super, Webedia », comme ils ont dit « Super PSG ». D'ailleurs, moi je supporte le PSG, honte à moi, mais effectivement, quand ils sont arrivés, il y a eu des lanceurs d'alerte. Attention à l'argent du Qatar et compagnie, mais aujourd'hui, ça ne nous empêche pas, vu que le plan a été bien établi, de passer outre et d'accepter la situation puisqu'elle ne peut plus être changée et donc on voit que le positif et pas le négatif. Donc on a fini l'étape 1 et l'étape 2, c'est tout simplement d'utiliser vos gros influenceurs, vos gros journalistes, vos gros streamers, vos gros blogueurs, vos gros joueurs de foot pour former la génération de demain qui, elle, par contre, et donc on va parler un peu de FantaXU, qui, elle, va être beaucoup moins payée et beaucoup plus flexible. Ah oui, parce que quand vous êtes arrivé en étape 1, vous avez dû vous assurer les talents de gens qui avaient des gros égos et des grosses réussites. Donc vous avez dû perdre et vous n'avez pas le poids de négociation sur ces personnes-là comme vous aurez un poids de négociation sur des gens que vous avez vous-même lancés. C'est l'équivalent en football des centres de formation. C'est beaucoup plus facile de gérer quelqu'un qui a été au club depuis qu'il a 12 ans que quand vous recrutez Zlatan Ibrahimovic au PSG. Il est un peu foufou et vous devez faire avec son comportement. Mais quand vous formez les futurs de demain, eh ben c'est beaucoup plus facile. Donc quand vous signez un Squeezie ou un Cyprien, vous vous doutez bien qu'à tout moment ça peut exploser s'il décide, mais si vous avez utilisé sa notoriété avant qu'il parte pour former les youtubeurs de demain, eh ben alors là c'est beaucoup plus facile. Et c'est ce qui est en train de se passer sur la FantaXU. Et comment on arrive à faire ça? Eh ben c'est très simple. C'est une affaire d'ego
et d'argent. Donc la partie ego, elle est simple à comprendre. On prend des gens qui ont été youtubeurs, qui se sont fait eux-mêmes. Il n'y avait pas de prédécesseurs avant eux. Et ils ont forcément un manque, puisqu'on ne devient pas youtubeur comme ça, moi y compris, on devient youtubeur parce qu'on a envie de partager une passion, un talent, etc. Et toute forme de reconnaissance, qu'elle soit par un like, par un partage, par un commentaire ou par n'importe quoi, est bonne à prendre. Donc vous prenez des gens qui se sont fait eux-mêmes et vous leur dites, vous allez 1. Gagner de l'argent et 2. Devenir les coachs. Donc ça vous donne un peu de crédit, ça vous donne une crédibilité sur un marché où finalement il n'y a pas de diplôme pour être youtubeur. C'est un peu comme si vous aviez passé un diplôme, ça y est, vous l'êtes, vous êtes un youtubeur établi. Comme les anciens chanteurs qui vont dans The Voice pour trouver leur futur remplaçant finalement. Donc ça donne une espèce de crédibilité. Donc ça, on comble l'ego. Ça, c'est très important. La deuxième partie, c'est l'argent. Bah oui, vous n'avez pas forcément envie de former votre futur concurrent si vous n'êtes pas grassement payé pour le faire. Donc, il faut savoir que dans The Voice, ceux qui gagnent le plus d'argent au moment de faire l'émission, c'est le coach, c'est pas le candidat. Et ben dans FantaIQ, c'est pareil. Ceux qui gagnent le plus d'argent, finalement, ce sont les coachs. Mais ils sont en train de vendre le prix de la libre concurrence derrière. Donc ils sont en train de donner de la crédibilité, sans même le savoir, à de probables concurrents. Mais comme tout va pas se faire en un claquement de doigts, ils se disent finalement, puisqu'ils ont aussi leurs besoins quotidiens, ils ont envie d'acheter une maison, ils ont envie d'acheter une voiture, ils ont envie d'aller en vacances. Donc finalement ils se disent, l'argent qu'on me propose par rapport à ce que je vais apporter à ces petits jeunes temporairement, eh ben ça va. Mais ils ne réfléchissent pas que potentiellement, demain, dans 5 ans ou dans 8 ans, c'est ces gens-là qui vont les amener à l'étape 3 et on va en parler un petit peu après. Donc l'étape 2, très important, former les talents de demain, les rendre plus flexibles et moins chers parce qu'avec les talents de la période 1, eh ben c'est trop cher et c'est pas assez flexible. L'étape 3, et vous l'avez vu dans tout un tas de métiers, dans tout un tas de domaines, c'est de rendre la première génération has-been, ringard ou qu'elles partent d'elles-mêmes. Donc c'est très simple à voir, c'est en fonction de leurs résultats, de leur performance et de leur non-flexibilité à écouter ce qu'on va leur dire, et ben on va faire en sorte que la nouvelle génération, et vous l'avez vu dans le rap français, vous l'avez vu dans le football, vous l'avez vu dans plein de domaines, et ben la nouvelle génération va dire bah finalement la génération d'avant c'est un peu des vieux cons, ça y est, leur temps est terminé. Donc finalement la première génération va essayer de se défendre, mais comme elle va se défendre d'une façon non solidaire avec toute la vieille génération et que en général la nouvelle génération elle va le faire solidairement parce que contractuellement c'est beaucoup moins flexible de leur côté, toute la génération 2 va attaquer au fur et à mesure une personne de la génération 1, ça va se désolidariser au fur et à mesure dans la génération 1 et au bout d'un moment ils auront plus le poids nécessaire pour se défendre. Donc ça c'est une des possibilités, rendre has-been ou ringard. Ensuite il y a aussi l'aspect perte de performance, donc il est possible que des gens de la génération 1 très fortement doublés par la génération 2 arrêtent d'eux-mêmes et donc là il n'y a pas de conflit possible, c'est juste on accepte la défaite. En gros on s'est fait dépasser par des jeunes et malgré tout l'être humain se remet beaucoup en question, donc il va accepter de lui-même le fait qu'il s'est fait dépasser et que c'est plus son heure. Donc en fonction des sommes qu'il a mis de côté etc, il l'acceptera plus ou moins bien et il fera jamais de drama. Et très souvent c'est 10 ans ou 20 ans après que vous les revoyez sur les plateaux de télé en disant bah je crois que je me suis un peu fait avoir par ma maison de production ou par mon club de football ou par ceci ou par cela. C'est parce que au bout d'un moment ils auront fini d'utiliser les capitaux qu'ils auront gagnés dans le premier business et ils vont se rendre compte que tout ça a été planifié. Mais donc c'est la deuxième possibilité, en général ça se passe mieux que la possibilité de rendre ringard, mais c'est quand même quelque chose. D'ailleurs en ce moment même vous avez Fantasio 974 qui a arrêté et qui a expliqué tout un tas de raisons. Moi je pense que la réelle raison pour laquelle il a arrêté c'est que sans le savoir son contenu n'a pas beaucoup évolué dans les différentes années. Je respecte beaucoup ce que Fantasio a fait, je donne juste un avis et si tu regardes la vidéo Fantasio, je ne t'attaque pas du tout, je donne juste un avis. Mais je pense qu'au fur et à mesure, ses vues ont petit à petit baissé et que de lui-même, parce que ça a l'air d'être un bon gars, s'est remis en question en se disant bon, finalement, c'est plus mon heure, donc il est temps de me tourner vers autre chose. Et il est parti la tête haute, sans drama. Mais finalement, je ne sais pas s'il était chez Webedia ou quoi que ce soit, je donne juste un avis. Mais finalement, c'est comme ça, probablement, que le plus de départs vont se faire. C'est la deuxième façon de rendre les anciens has-been ou ringards, c'est de les faire dépasser par la nouvelle génération. Il
Il aurait pu certainement changer son contenu, mais c'était son choix personnel de s'en tenir à ses convictions et moi je respecte beaucoup ça. Il y a aussi une autre façon de partir, c'est les youtubeurs qui ont été grassement payés parce qu'ils sont, je vous le rappelle, payés au-dessus de leur valeur marché. Ça ne veut pas dire qu'ils ne gagnent pas l'argent qu'ils méritent, ils gagnent l'argent qu'ils méritent parce qu'il y a une offre et une demande. Mais ils ont été tellement payés qu'au bout d'un moment, ils se tournent vers d'autres secteurs d'activité parce qu'avec l'utilisation de leurs capitaux, ils peuvent faire mieux. Donc en gros, ils ne sont pas poussés à la porte, enfin, ils pensent qu'ils ne sont pas poussés à la porte, mais c'est d'eux-mêmes qu'ils vont se dire « il y a mieux pour moi ailleurs ». Par exemple, créer une société dans l'immobilier ou dans les jeux de société ou dans les t-shirts ou dans n'importe quoi. Et ils ont l'impression que cette idée leur appartient, mais la réalité c'est que ce n'est pas le cas. Donc ils sont légèrement poussés à la sortie, mais sans même le savoir, et ils vont sortir avec des beaux storytelling en disant « moi je suis parti de moi-même, la tête haute, parce que j'avais beaucoup d'argent et je voulais faire autre chose ». Et très souvent ils vont dire la même chose « je m'amusais plus, je voulais évoluer, etc. » etc. Voilà un petit peu les différentes étapes dans cette étape 3. Et ensuite, on passe à l'étape 4. Donc l'étape 4, c'est très simple. C'est ça y est, les anciens sont partis. Petit à petit, il en reste peut-être des résistants, etc. Il y a encore quelques indépendants sur le marché, mais on contrôle tellement le marché avec des gens qui maintenant sont moins chers et flexibles et surtout très rentables pour la boîte. Et ben, on profite de notre monopole pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans et ça se fait très souvent sur des générations et des générations. Donc voilà, vous allez me dire tout ça est un peu alarmiste et puis qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça? Moi je vais vous répondre, franchement on ne le contre pas. Par contre, on peut informer la future génération qu'il y a des alternatives à participer au monopole. Moi c'est un peu mon objectif, je ne veux pas dire que Webedia est mauvais. D'ailleurs j'ai eu un très long commentaire de Gotaga sur ma vidéo sur Webedia et je voudrais te répondre dans cette vidéo. Je n'ai aucun souci avec le fait que dans un but de qualité de contenu ou d'intérêt financier, tu travailles de près ou de loin avec Webedia. J'ai vraiment aucun souci avec ça. Je t'ai donné les différentes étapes que je pense sont le plus juste possible. Et encore une fois, c'est pas une science, hein, c'est des étapes que moi j'ai identifiées. Mais est-ce que tout le monde a les bonnes informations pour prendre les bonnes décisions? Tu dis toi-même dans ton commentaire, aujourd'hui, si je veux faire un event de qualité, je suis obligé, et c'est bien le terme, obligé de travailler avec Webedia parce qu'ils se sont assurés les services de telle ou telle ou telle personne. Moi, je trouve ça très dangereux parce que ça voudrait dire que demain en France, si n'importe qui veut faire un event de qualité, il est obligé de passer par une institution et pas une autre ou il ne peut pas le faire lui-même. Je pense que c'est un peu biaisé et que c'est ton avis, mais je pense qu'il y a plein de gens talentueux en France qui rêveraient de travailler dans ce domaine-là, qui demandent uniquement à ce qu'on leur donne leur chance et qu'on les forme. Donc oui, peut-être, et tu m'as parlé d'un event que tu as fait qui n'a pas été extrêmement à la hauteur et après quand tu l'as fait avec les gens de Webedia, ça a été très bien. Peut-être que si tu avais fait 3 events avec les gens avec qui tu avais échoué le premier, peut-être que le 3e aurait été très bien et ça aurait été ton event avec ton équipe. Mais je comprends encore une fois l'intérêt d'avoir le meilleur tout de suite, tout le temps, et c'est à ça que Webedia vous habitue, et c'est surtout à ça qu'ils sont en train de gagner la bataille du monopole sur le YouTube Game. Donc je le comprends, je ne suis pas en accord avec toi, mais je n'ai rien contre ça, et surtout moi je fais du business, et encore une fois, je l'ai dit plus tôt dans ma vidéo, je l'accepte parfaitement puisque le plan qu'est en train de faire Webedia, c'est un petit peu le plan que j'avais sur le Stream Game avec Eclipsia, donc je le comprends parfaitement. J'ai aucun souci avec ça. On va donc parler d'alternatives à tout ce système et je voudrais qu'on mette un peu les choses au clair sur quelques points dont toutes ces grandes sociétés nous parlent. Déjà, il y a le principe du network ou du MCN. Ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube, donc AdSense, la plateforme qui monétise YouTube, n'est pas l'équivalent d'un SSP. Je vous mets le lien dans la description pour que vous compreniez. Ce n'est pas un sell-side platform ou un supply-side platform. Donc, a priori, votre network ne peut pas aller demander à d'autres régies en temps réel d'enchérir sur le pré-roll, etc. Ça, c'est la partie d'AdSense. Lui, il utilise AdSense comme un SSP et DSP. Donc, c'est un peu technique, mais en gros, AdSense, lui, il va demander en temps réel à tout plein d'annonceurs qui enchérit le plus et qui met la bannière. Comme ça, vous gagnez le meilleur CPM. Mais votre network, eux, n'ont pas la main sur cette partie. Donc, a priori, les networks qui vous vendent un meilleur CPM sur l'AdSense, c'est faux. J'ai pas l'information exacte et si je dis des bêtises et qu'il y a des networks qui me prouvent
qu'ils utilisent un système de SSP, DSP à travers YouTube et à travers AdSense, moi je suis totalement pour écouter. Mais de toutes les enquêtes que j'ai fait, le CPM ne peut pas changer quand on passe par un network. En tout cas, pas le CPM AdSense. Donc, qu'est-ce que vous apporte concrètement un network et pourquoi vous signez chez lui? Eh bien, très souvent, il joue sur cette ambiguïté du CPM, mais donc cette information est erronée. Deuxièmement, il vous propose un paiement à la signature. Donc ça, je vous le dis tout de suite, mais les gars, les filles, c'est le prix de votre liberté. En gros, quand vous signez chez un network et qu'il y a une prime de signature, vraiment, pensez à cette phrase, c'est le prix de ma liberté. Combien vaut votre liberté? Parce que votre CPM ne sera pas augmenté. Et donc le network, normalement, il ne sert qu'à vous donner des droits supplémentaires pour des musiques et éventuellement à vous coacher, manager dans votre façon de faire votre chaîne ou à vous apporter des opérations spéciales. Donc voilà, vu qu'on n'a pas un CPM plus fort, vu que les musiques, finalement, il y a tout un tas de services. Moi, par exemple, j'utilise Epidemic Sound, c'est un tout petit abonnement, j'ai accès à des tonnes de musique, en plus des musiques sur YouTube qui sont libres de droit. Et vu que les opérations SP, maintenant, les marques commencent à vraiment comprendre ce truc-là, et elles-mêmes sont agacées du monopole Webedia, donc elles contactent de plus en plus d'influenceurs en direct. Moi, par exemple, j'ai une toute petite chaîne et j'ai déjà plein de marques qui m'ont contacté en direct pour me dire « Est-ce que tu voudrais travailler avec nous? Est-ce que tu voudrais travailler avec nous ?» Quand vous signez chez Webedia ou quand vous signez chez n'importe quel autre network, faites attention à ça. Ne vous faites pas avoir par des faux arguments. Si après tout ça, vous avez quand même des arguments qui sont recevables, moi, j'ai aucun souci. J'ai vraiment aucun souci aux gens qui signent chez Webedia. Mais j'ai un souci avec les gens qui signent chez Webedia, chez Mixicom, chez Talent Web, parce qu'il y a beaucoup de casquettes, et qui me disent « Finalement, un network, c'est useless. » C'est pas si useless que ça. Quand vous signez un contrat chez un network, il a quand même la monétisation de votre chaîne qui, entre guillemets, lui appartient contractuellement. Donc il peut tout à fait vous passer un petit coup de fil, même si vous avez signé et qu'à aucun moment il vous a dit il va se passer ça. Mais quand vous dites quelque chose qui lui déplaît, il peut vous passer un coup de fil en vous mettant la pression sur la monétisation de votre chaîne. Parce qu'il est tout à fait possible, légalement, de retarder vos paiements pendant plusieurs mois. Et si vous dépendez de ça pour vivre, eh ben c'est très dommageable pour vous. Mais il est possible qu'il ait un moyen de pression tellement fort sur vous que vous ne puissiez plus avoir votre liberté de parole. Donc faites bien attention à ça. Et très souvent, quand on signe, tout est beau, tout est rose. Mais c'est ensuite que les problèmes arrivent. Quand on signe un contrat, lisez bien 10 000 fois ce que vous signez. Donc l'alternative à tous ces monopoles, c'est la base en fait. C'est quand le petit youtubeur, créateur qui fait du homemade, etc., il décide, oui ou non, d'aller chez eux. Et c'est là où ça se joue. La plupart du temps, les monopoles, c'est là où ça commence. Quand les influenceurs, les jeunes influenceurs vont chez FantaXU, ils ont décidé qu'ils n'avaient aucun souci avec ça. Et je comprends parce que est-ce qu'ils avaient les bonnes informations? Il y a aussi plein de gens qui me disent moi j'aimerais signer chez Webedia pour rencontrer mes youtubeurs préférés. Et ben je vous assure, moi je fais des vidéos qui sont informatives sur Webedia et sur d'autres sujets et dans la théorie ça ne devrait pas être possible pour moi d'être en contact avec ces personnes. Et bien détrompez-vous, si vous faites un contenu de bonne qualité, que vous soyez chez Webedia, chez Mixicom, chez Talent Web ou chez n'importe quel réseau et que vous soyez indépendant, ces gens vont vous contacter avec le temps. Moi j'ai déjà beaucoup de youtubeurs connus qui m'ont contacté, on a eu des petites discussions, etc. alors qu'ils sont pas du tout en accord avec certains trucs que je dis et des fois même ils sont chez le network que je dénonce. Ne signez pas chez un network juste pour voir votre youtubeur préféré, c'est vraiment pas utile en soi. En plus, désolé de vous le dire, mais quand vous signez chez un network et que vous allez rencontrer votre youtubeur ou vos youtubeurs préférés, très souvent ce seront des rencontres intéressées et organisées. Et vous n'aurez pas des échanges très humains, très spontanés. Donc si vous voulez rencontrer vos youtubeurs préférés, je vous conseille sincèrement de faire votre contenu dans votre coin et quand vous les rencontrerez à l'occasion d'une convention ou d'une belle vidéo qu'ils ont appréciée, là vous aurez vraiment des échanges spontanés, sans intérêt et ce sera beaucoup plus intéressant. Donc ne signez pas chez les networks pour la prime de signature, à moins que vous en dépendiez vraiment pour vivre et je peux le comprendre et je ne serai pas là pour juger. Ne signez pas chez les networks pour le CPM qui va augmenter, c'est une légende, je pense que c'est faux et d'ailleurs j'attends vos infos dans les commentaires. À ceux qui me disent qu'ils ont la preuve qu'ils ont un meilleur CPM, j'aimerais vraiment la preuve comme quoi oui, une régie ou un network est un SSP linké avec un DSP. Si c'est le cas, bah, je m'excuse de la fausse information, mais à ma connaissance, ce n'est pas le cas. Et pour les opérations SP, je vous l'ai dit, vous pouvez tout à fait signer des contrats avec des grosses régies en non-exclusivité pour avoir des OPSP sans passer par la partie network. Dernière chose que je voulais vous dire, c'est concernant une phrase que j'ai dit dans la vidéo avec Tsukio, la phrase sur les idées. Il y a des études psychologiques en ce moment qui cherchent à démontrer le fait que finalement, nos idées nous contrôlent plus que nous contrôlons nos idées.
Donc pourquoi? C'est très simple. En fait, vous regardez le lobbying ou la corruption, je vous mets les descriptions et tous les liens utiles dans la description, mais vous regardez le lobbying, la corruption ou le pouvoir des milliardaires sur les médias, et en fait c'est très simple, ils vous mettent une idée dans la tête qui deviendra la vôtre, mais ils vous mettent une idée assez objective justement. C'est pas quelque chose où on vous dit votez pour un tel, mais on vous parle d'un tel. Et donc déjà le fait qu'on vous parle d'un tel, vous commencez à l'intégrer dans votre cerveau, et au fur et à mesure, de toute façon, imaginons qu'à une présidentielle, on vous parle, toute la presse vous parle de 10 présidentiables possibles. Et bien vous n'allez absolument pas, de vous-même, sans lire d'autres sources d'informations, avoir quelqu'un d'autre que ces 10 présidentiables dans la tête. Donc si vous avez uniquement ces 10 présidentiables dans votre tête, vous allez de toute façon faire un choix entre ces 10 présidentiables. Et c'est là où c'est dommageable, parce qu'il y en a peut-être 12, il y en a peut-être 13, mais ils n'en parlent pas. Donc le fait qu'on vous ait donné le choix, mais dans un choix restreint, fait que, est-ce qu'on vous a vraiment donné le choix? Donc à l'échelle de YouTube, est-ce que finalement, si Webedia ne choisit pas tous vos sujets de prédilection, donc du fun, de l'humour, de la chanson, peu importe, mais ils ne vous proposent pas autre chose que ce qu'ils ont envie de faire, est-ce que c'est quelque chose de bien? Non, YouTube a toujours été une plateforme de création, de créateurs indépendants chez eux qui vous partageaient leur contenu avec leur passion, et c'est en ça que YouTube est vraiment monté en flèche et que c'était devenu une alternative très intéressante à la télévision ou aux journaux. Et ensuite, moi, le dernier effet pervers que je trouve à tout ça et au monopole de façon générale, c'est qu'on a une aseptisation du contenu et on a finalement des clones de contenu qui apparaissent comme ça. Donc pourquoi? C'est très simple en fait. Quand vous avez la puissance d'un Webedia, vous lancez des contenus qui sont tellement pro, tellement likés, tellement collaborés, tellement tout ce que vous voulez, que finalement le contenu il va monter en tendance une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et que finalement le créateur indépendant, c'est plus son idée de faire ce contenu, mais il a vu que ça fonctionnait, donc finalement il va faire la même chose. Et donc Webedia a une influence au-delà de ses propres frontières, parce qu'il nous influence dans nos choix de faire tel ou tel contenu et de telle ou telle façon. Et le problème c'est que si ça se limitait à Webedia, tous les gens de chez Webedia font le même contenu ou font la même forme de contenu, ou finalement le même studio, etc. Ça pourrait donner quelque chose d'appréciable. Mais quand ça va au-delà des frontières et que finalement on se dit si on veut monter en tendance, il faut faire comme les gens de Webedia. Il faut être deux devant un bureau, comme McFly et Carlito, comme Cyprien et Squeezie qui ont lancé leur nouvelle chaîne et qui font exactement la même chose que McFly et Carlito, etc. etc. De plus en plus de gens externes vont faire la même chose. Et finalement, YouTube va devenir la télévision. Et est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Non, moi ce que je veux sur YouTube, c'est des gens qui me partagent leur contenu, leur passion, et que j'apprenne des choses d'une façon différente que des reportages télévisuels qui ne sont pas si désintéressés que ça. Donc moi j'aimerais que YouTube reste une plateforme de création, mais j'aimerais surtout que YouTube reste une plateforme de création où des YouTubeurs qui n'ont pas spécialement les codes de la réussite fonctionnent par la qualité de leur contenu et non pas par toute la forme qui est mise autour. Et le problème, c'est que là, avec des monopoles comme Webedia, on va arriver à nous faire croire que la forme prime sur le fond, et ça s'est déjà fait dans beaucoup d'industries, et finalement tout ce qui va marcher, ce sera des vidéos bien travaillées, bien filmées, bien ceci, mais finalement le contenu, on s'en fiche. Et ça, c'est un problème. Moi, je viens sur YouTube pour la qualité du contenu, pas pour la qualité du contenant. En tout cas, cette vidéo peut vous paraître comme un coup de gueule, mais j'espère vraiment qu'avant les 4 étapes du monopole Webedia, parce que c'est aujourd'hui un peu Webedia, et je reconnais que Webedia fait du très bon contenu aussi. Bon, en tout cas, moi je voudrais finir cette vidéo en vous disant que je n'ai aucun problème avec le contenu de Webedia. Je trouve que Webedia produit du bon contenu de manière générale, mais le problème que j'ai, c'est que si ça continue comme ça, on aura des gens, donc des gens de chez Webedia, ce que j'appelle des numéros, qui vont s'habituer à cette stratégie et qui au bout d'un moment n'auront plus leur esprit critique et qui vont toujours dire ce que fait ma société c'est bien, et ça c'est un problème parce que du coup on n'aura plus un contenu assez diversifié et on se retrouvera avec la même chose qu'à la télévision. C'est déjà un peu le cas, mais soit. Les tendances YouTube favorisent beaucoup les choses qui ont beaucoup de likes, de partages ou de commentaires, et quoi de mieux pour avoir des likes, du partage et des commentaires que de faire des collaborations de plusieurs communautés sur les uns et les autres. Oui, c'est facile d'être toujours en tendance. D'ailleurs, à l'instant où je parle, il y a au moins 2 ou 3 vidéos de Webedia qui sont en tendance, et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est toujours des collaborations ou des communautés qui se sont réunies. Et vous n'irez jamais sur la chaîne d'un de vos youtubeurs qui crée un petit contenu en étant aussi engagé que quand vous verrez
récupérer 2, 3 ou 4 créateurs que vous appréciez sur une seule chaîne ou une seule vidéo. C'est un peu le principe des Marvel et des Avengers. Donc vous aimez beaucoup certains Marvel, mais c'est des stand-alone, donc voilà, vous aimez bien sans plus. Et à chaque fois qu'il y a un Avengers, et ben ça cartonne de fou. Et j'ai pas de problème avec ça. Le problème, c'est que ça ne donne plus beaucoup d'espace aux petits créateurs qui, eux, travaillent leur contenu et qui vont pas, avec beaucoup de contenants, faire des échanges de communauté. J'espère avoir été clair. Je sais que ça paraît être un coup de gueule. Je n'ai aucun problème de fond et d'entrepreneur avec la direction que YouTube prend. J'espère juste qu'il y aura un contre-pouvoir sain et pas spécialement un regroupement d'autres youtubeurs comme beaucoup de gens m'ont dit dans les commentaires et comme beaucoup de gens de chez Webedia m'ont dit que c'était mon objectif. Je n'ai pas pour objectif de concurrencer Webedia parce que ce serait participer à quelque chose que je dénonce. Moi, je veux juste avoir une petite bande d'une toute petite demi-douzaine de youtubeurs avec qui je m'entends bien pour avoir du fun. Et ce que je vous encourage à faire, c'est d'avoir tout un tas de groupes comme ça ou d'individus esselés qui font leurs vidéos et qui créent des choses qu'ils kiffent. C'est ça que je voudrais sur YouTube. Mais encore une fois, ce n'était que mon avis, c'était Rurk, à bientôt.